Chers amis, merci pour votre invitation. J'ai dans une ville où j'ai des bons souvenirs. Alors évidemment, le but n'est pas de vous apprendre à faire le diagnostic d'une rupture du croisé avec un score, mais plutôt pour vous, chirurgiens, d'avoir un outil qui va vous permettre de gérer les flux de patients et puis de gérer les examens complémentaires. Ce travail, il n'aurait jamais été possible sans le soutien de la SFA, bien entendu, et de la Fondation Paul Bento, qui avait été le support financier de ce travail. Bon, le constat, les amis, c'est qu'on n'est pas très bon en France. Hein. On est des bons chirurgiens. Plein de gens s'intéressent aux croisés. Je pense qu'on fait bien, de mieux en mieux. Par contre, il y a des grands flous artistiques sur ce qui se passe avant. Environ 200 000 entorses de genoux en France, quand on compte les accidents de travail et les accidents de sport. Probablement aux alentours de 100 000 de ruptures du ligament croisé antérieur. Alors, on sait combien on en opère grâce à la TIH, mais tout le reste autour est très flou. C'est pour ça que la SFA s'était intéressée au recueil des datas et le SFA Data Lake est source de beaucoup d'espoir pour tout ça. Il faut quand même savoir que sur 90% des gens qui passent aux urgences avec un diagnostic d'entorse du genou, plus de 90% d'entre eux vont avoir une IRM. Et cette IRM sera pathologique dans moins de 15% des cas. Donc on a un gros travail en amont de tout ça à faire pour certainement être meilleur dans nos diagnostics. Oui, on a vu avec Cécile Bataillé, le diagnostic, il est facile, entre des mains expérimentées, entraînées. Combien parmi nous reçoivent des étudiants et combien de temps il faut pour leur apprendre à faire un bon Lachman ou un bon Rosso? C'est pas facile. Et effectivement, soyons modestes, le diagnostic de rupture du croisé aux urgences, il est mauvais. Aux alentours de 10%, et ceci à travers tous les services européens. Hein. On n'est pas plus mauvais que les autres. On avait eu l'ambition à Brest de faire mieux. On a formé tous les gens qui intervenaient aux urgences, les jeunes internes de chirurgie, les urgentistes, les médecins généralistes qui venaient prendre la garde aux urgences. Et après toutes les formations dispensées avec Frédéric Dubrana, 6 mois plus tard, on refait les tests et on se retrouve avec 25% de bons diagnostics. Donc on s'est dit quand même, il faut faire quelque chose. Le Lachman, oui, c'est sûr, quand il est bien fait, sur un patient détendu par des mains expérimentées. L'IRM, on l'a vu, de plus en plus performante. Mais croiser la route d'un spécialiste et avoir une IRM rapidement, c'est pas forcément simple. Qui plus est, les patients vont pas être orientés dans la bonne filière. D'aucuns vont être diagnostiqués comme entorse grave, alors que c'est pas le cas, et ils vont bénéficier de traitements et d'examens complémentaires inutiles. Et d'autres qui auraient mérité une prise en charge d'entorse grave vont passer à travers les mailles du filet, et on va les voir revenir après des accidents d'instabilité qu'on sait tous être toxiques pour le cartilage comme pour le ménisque. Donc on est parti d'un postulat, comment construire un outil diagnostique qui ne fasse pas la part belle aux examens avec manipulation du patient, mais uniquement sur la base de quelques questions. Et effectivement, WageMakers a bien montré que à peu près tous les éléments diagnostiques sont présents dans l'interrogatoire du patient. Donc on a fait une étude statistique sur ce vocabulaire qu'on a résumé dans un score en 12 points, enfin sur 12 points, évaluant la douleur, l'impotence fonctionnelle, l'existence ou non d'un craquement, la stabilité et l'épanchement. Et on a affecté chacun de ces items de plusieurs coefficients. C'est passé par un appel à projet qui a convaincu la Fondation de l'Avenir de budgéter cette étude. On s'est appuyé sur des équipes représentant à peu près toute la France, et comme on est francophone à la SFA, il y avait également l'équipe de Luxembourg, et ça a été une grande chance de travailler avec tous ces gens. Donc on a animé ce travail avec Nicolas Gravelot. Il y a eu plusieurs phases. Vous voyez ici les critères d'inclusion. Pas de miracle, on s'est inspiré directement des critères d'Ottawa pour la cheville. Et puis on a inclus les patients, on a validé le score, on a refait une deuxième étude pour vérifier que ce score répondait à nos attentes. Et puis, on a déterminé pour chaque item les seuils de significativité, et on s'est bien rendu compte qu'en mixant tous ces items, eh bien, on améliorait la performance de ce score. On a amélioré sensiblement les chiffres actuels du passage aux urgences. On est loin de votre examen clinique, on est loin des performances de l'IRM, mais on est quand même passé à 87% d'absence de rupture pour un score inférieur à 4 et 83% de valeur prédictive positive pour un score supérieur à 8, ce qui est quand même bien meilleur que ce qui existe à l'heure actuelle.
Est-ce que le profil du patient influait sur ce score? Eh bien, pas du tout. On avait, en travaillant avec nos amis marseillais, on s'est dit peut-être que le footballeur marseillais va avoir un score beaucoup plus bas, beaucoup plus haut dans sa rupture que le judoka brestois. Eh bien non, le sexe, l'âge, le sport, aucun item n'influe sur le résultat du score. Et vous verrez dans le maîtrise orthopédique dédié aux Journées lyonnaises le travail remarquable de Caroline Mouton sur les stats pour étayer cette slide. Donc voilà où on en est. Lachman, spécificité, sensibilité au top, comme nous l'a montré Cécile Bataillé. L'IRM ne cesse de progresser. L'intelligence artificielle va encore lui donner plus de poids. Et par contre, ce dont on s'est rendu compte, c'est que plus on augmentait le nombre de data dans notre score, eh bien plus on en augmentait la sensibilité. Alors, vous pouvez trouver une application pour ce score. Bien sûr, encore une fois, c'est pas pour vous, mais ça va être pour vos correspondants, de telle façon à ce que les gens soient inscrits dans les bons flux. En gros, quand vous utilisez l'application, vous la faites utiliser, vous avez trois fourchettes. Une fourchette inférieure à 4, où il y a très peu de chances d'avoir une atteinte du pivot central. Un score supérieur à 8 où là, il s'est toujours passé quelque chose de grave dans notre étude. C'est pas toujours un croisé, ça peut être une luxation de rotule, un croisé poste, une anse de saut, mais en tout cas, c'est quelque chose, il s'est passé quelque chose de grave. Et puis entre les deux, le conseil aujourd'hui, c'est on se précipite pas sur l'IRM, on traite le genou et on le revoit entre des mains expertes, un médecin du sport, un chirurgien, dans les 2 à 4 semaines qui suivent le traumatisme. Et là, on décide si oui ou non il y a besoin d'une IRM. Alors, si on se base sur notre travail, ça fait 14% d'IRM en moins, puisque quand vous demandez plus d'IRM quand le score est inférieur à 4, et entre le score entre 4 et 7, ça fait encore 30% d'IRM en moins, c'est-à-dire que vous examinez le patient, vous n'avez pas de doute sur quelque chose de grave et il n'y a plus besoin d'IRM. L'intérêt, il est économique, on nous rebat les oreilles avec l'économie en ce moment, et toute source d'économie est bonne à prendre, qui plus est, dans beaucoup d'endroits, l'accès à l'IRM est pas facile, et le fait de libérer des créneaux, ça permet d'envoyer en IRM des gens qui en ont vraiment besoin. Ce matin, j'ai reçu un coup de fil d'un collègue médecin généraliste, il a mis en place le score, il a un score supérieur à 10, il a appelé le radiologue qui connaît notre score aussi et qui discute pas. Quand il y a un score supérieur à 10, il dit OK, je lui trouve un rendez-vous en urgence et je verrai ce patient lundi prochain. Ce score, il est évolutif. On a besoin de toutes les remarques qui sont toujours bonnes à prendre pour l'améliorer. On s'aperçoit que quand les séries grossissent, le score est plus pertinent. On a lancé une étude pour savoir si ce score doit trouver sa place avant ou après un bilan radiographique standard. Et puis, on aimerait bien, dans le futur, en corrélant ce score avec le SFA Datalec, savoir ce que deviennent les ruptures du ligament croisé antérieur non traitées. Parce que ça, c'est un grand mystère. Hein, on accuse la chirurgie de 1000 maux. Il faut savoir que les gens qui sont pas opérés, qui arrêtent le sport, font certainement des pathologies qui sont peut-être pas locomoteurs, mais l'hypertension, le diabète, le surpoids, etc. se nourrit certainement d'une diminution de l'activité physique. Et encore merci pour votre confiance.